Bonjour à toutes et tous pour ce sûrement dernier webinaire de l'année. Euh, donc l'idée c'était de présenter les premiers résultats de recherche là, du programme MAPEGO. Je laisserai Guillaume, Cyria et Lucas en dire plus. Donc sur la dissémination des énergies citoyennes en Pays de Loire et en Bretagne. Donc voilà, ce programme a démarré depuis un an véritablement. Il y a eu des entretiens, un travail cartographique sur les données. Et l'idée, c'est d'avoir une première présentation sur les cartes et les premiers résultats et un temps de questions et d'échanges en seconde partie du webinaire. Pour terminer à 14 heures. Je vous invite à plutôt couper vos micros dans un premier temps pour être sûr de ne pas avoir de bruit parasite et puis on pourra reprendre un peu les questions au fur et à mesure derrière. Claire, est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose? Oui, merci. Juste pour dire bonjour, donc Claire de Récit. Et on prendra toutes les questions après les. Donc, on aura 10 minutes de présentation des cartes par Guillaume, puis 10 minutes d'analyse par Cyria et Lucas. Et gardez bien vos questions, notez-les bien. On prendra tout dans 20 minutes. On aura 40 minutes presque d'échange. Donc, le but, c'était vraiment d'échanger avec vous. Le programme n'est pas fini, hein. On est à mi-parcours. Donc, c'est bien une présentation de pré-résultats, pas du tout de résultats finaux. Donc, on est aussi là pour entendre si ça vous paraît pas du tout correspondre à la réalité, hein, parce que les chiffres sont quand même basés sur vos projets. Donc, n'hésitez pas à réagir et à dire c'est encore en cours, on peut encore changer des choses. La visio est faite pour ça. C'est pas tant une présentation de résultats qu'un partage à mi-parcours. Voilà, ça vous va? Je laisse la parole à Guillaume et puis ils enchaîneront et on vous demandera de poser vos questions dans 20 minutes seulement. Merci beaucoup. Ça marche, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Alors évidemment, on est ravis de vous rencontrer ou de vous revoir effectivement. On a commencé effectivement un travail de cartographie qui s'appuie en fait d'une démarche croisée. On a vraiment essayé d'aller chercher des témoignages, de recouper avec un maximum de sources. Donc l'idée, c'est de vous présenter effectivement les premières cartes qu'on a pu travailler. Et effectivement, c'est un travail de recoupe, donc il y a peut-être des choses, et n'hésitez pas justement à faire remonter des visions, parce que ça permettra d'alimenter la démarche et puis d'affiner encore davantage effectivement ces résultats. Alors, comme je ne sais pas faire deux choses en même temps, je vais quand même essayer de vous partager l'écran. Alors, hop, vous me dites si l'écran est partagé là. Et est-ce que vous voyez toutes et tous la présentation? Non. Non. Alors, je vais repartager l'écran partagé. OK. Tout à l'heure, ça avait marché. Alors, l'écran est. J'ai l'impression que l'écran. Ah, ça devrait marcher. C'est bon. ah oui. OK. Alors, l'idée. Et oublie pas de te présenter, pardon Guillaume, mais présente-toi. Oui, pardon. Alors, en ce qui me concerne, je suis maître de conférence en aménagement de l'espace et urbanisme au Mans Université. Et puis également géomaticien. Donc, j'aime faire des cartes et j'espère qu'elles susciteront chez vous un intérêt. Donc, effectivement, on le verra, on a essayé d'analyser toute une série de cartes et de retracer en fait l'historique sur 20 ans à peu près, en essayant d'adopter un système graphique pour essayer de voir les différents liens entre des projets, des initiatives et des foyers de diffusion. Trois phases dont on précisera effectivement un petit peu le contenu, mais pour l'heure, l'idée c'est de partir effectivement de 2003, puisqu'il s'agit, c'est là des premières, on a travaillé à partir de bases de données multiples croisées, témoignages d'acteurs. Donc la première approche est de vous proposer un petit peu, d'expliquer un peu la légende pour montrer ce qu'on a essayé de faire au cours du temps. Donc, effectivement, on a identifié des foyers, d'une part,
qu'il s'agisse de foyers éoliens et de foyers solaires photovoltaïques. L'idée étant de voir qu'à partir de ces foyers, il y a des projets ensuite qui sortent de terre, qui émergent. Et c'est pour ça qu'on a une typologie de foyers que vous verrez à chaque fois en légende, qu'il s'agisse d'éoliens, de solaire, de logique multifilière ou de projets de micro-hydroélectricité. Là, en légende sur la gauche, vous avez effectivement tous les foyers éoliens et solaires au cours des 20 années. Donc, le principe de cette collection de cartes, ça va être d'avancer dans le temps comme une sorte de petit film pour voir un peu comment comprendre cette logique de processus de diffusion dans le temps et pour le coup dans l'espace. Donc, nous aurons aussi un petit système pour bien vous expliquer la démarche. Pour chaque foyer, on aura ici, en légende, soit un cercle qui permettra de voir pour, je dirais, un projet, à quel foyer il se rattache. Donc, on a à chaque fois le même code couleur qui permet de déterminer une relation entre foyer et puis projet. Même chose avec un carré en ce qui concerne les projets solaires, puisqu'il ne s'agira pas de la même famille. On verra ensuite effectivement que le rôle des réseaux joue un rôle prépondérant dans le processus de diffusion. C'est pour ça que vous verrez le R pour Récit et le T pour Taranis. Et nous verrons qu'au cours du temps, il existe, en termes de logique de diffusion, des relations qui seront matérialisées par des flèches, qu'il s'agisse d'essaimages, donc vraiment de diffusion, soit par effet de voisinage immédiat, ou soit par saut de puce, des logiques d'inspiration. Un collectif va effectivement s'inspirer d'une démarche et essayer ensuite d'essaimer selon des logiques spatiales très différentes. Parfois, on a émis des hypothèses parce qu'on n'a pas la certitude qu'il y a un lien effectif entre un projet et un autre projet avec une inspiration de l'un sur l'autre. Et puis, on verra aussi que les SEM ont joué aussi un rôle important. Au niveau du fond de carte, on a simplement essayé d'être le plus léger possible en marquant les délimitations des établissements publics de coopération intercommunale, avec également quelques toponymes pour effectivement se repérer dans l'espace. Donc, si on commence l'histoire à partir de 2003, on voit qu'on a sur la carte un premier foyer de diffusion, l'énergie citoyenne Pays de Vilaine, avec une première initiative à Sainte-Anne-sur-Vilaine. Et on verra aussi au cours du temps, bien évidemment, que des projets ont émergé et ensuite certains disparus pour se relocaliser à d'autres endroits. Pour la période 2004, si je fais le lien par exemple entre 2003 puis 2004, nous voyons émerger à Sainte-Marie-de-Redon, donc ici, effectivement un second projet qui émerge suite au premier, et on voit très bien que la première initiative de Sainte-Anne-sur-Vilaine a disparu au cours du temps, mais qu'elle s'est relocalisée. Donc ça explique aussi des logiques assez fines aussi d'une certaine constance dans le temps. C'est pas parce qu'à un moment donné, une initiative est bloquée ou qu'elle rencontre des difficultés que le processus cesse, mais qu'on a un vrai effet après d'entraînement dans le temps et que finalement, les projets finissent par émerger parce qu'on a une montée en expérience, que ce soit sur le volet administratif, que ce soit sur une capacité à aller chercher des partenaires, sur une capacité à que le collectif finalement vive et finalement surmonte ces difficultés, ces effets barrières. Si on continue effectivement dans le temps, je suis en 2004 effectivement, et on a un autre foyer de diffusion qui va émerger. Il s'agira de Brocéliande d'énergie locale ici, donc c'est pour ça qu'on a un autre code couleur qui n'est pas le même, et puis avec toujours le projet qui émerge
à partir de ce foyer avec le parc de Plélan-le-Grand. La procédure va être la même et on voit que pour l'heure, on a finalement pas beaucoup de projets. On parle vraiment là d'initiatives pionnières. Même logique, à partir ici de 2005, nous avons toujours une relation entre les premiers projets et puis le même foyer de diffusion comme on le voit ici sur la carte. Ça ne bouge pas en 2005 ici, plus au nord. En 2006, on voit que nous avons les premiers types de projets au niveau du solaire. On a choisi deux jeux de couleurs. En solaire, on est en rouge et sur l'éolien, nous sommes en vert. Et ici, on a effectivement encore en 2006 l'émergence d'un foyer éolien ici, au niveau des Landes du Méné, avec un premier projet qui émerge à Citéole-Méné. Je poursuis ensuite selon la même logique que vous avez comprise. Et puis, on va avoir à partir de 2008 une émergence plus significative des projets de type solaire, avec, comme on le disait tout à l'heure, avec le système de liens, là, le fait que nous ayons identifié des liens réels entre les différentes initiatives, l'une ayant inspiré l'autre ou réciproquement. Ceci nous emmène jusqu'en 2009, où effectivement, on est plus sur une logique pionnière, avec des retours d'expérience, une logique qui s'explique plutôt effectivement par je vais chercher aussi à l'international des retours d'expérience et j'en fais profiter et bénéficier les partenaires au niveau local. Et cette logique d'aller chercher à l'étranger des retours permet finalement d'expérimenter. Et puis cette expérimentation, elle est elle peut être longue dans le temps, elle peut remonter très très loin dans le temps, effectivement, puisque les projets ne s'ancrent pas exclusivement sur le fait de faire émerger un projet sur le solaire. Ça s'ancre bien au-delà dans des discussions de fond sur comment faire transition, ce qui explique ce temps d'émergence qui est pour le coup parfois assez long, mais essentiel, puisqu'il s'agit là d'initiatives pionnières qui font aussi figure d'exemple à l'échelle nationale. Ici, Guillaume, ça fait, pardon, mais ça fait presque 10 minutes. Enfin. C'est vrai, alors je vais aller plus vite. C'est tellement passionnant qu'effectivement, je prends trop de temps. Même principe, pardon, sera retenu pour, je vais accélérer un peu, pour d'autres périodes, puisqu'on va parler de la phase d'émergence des réseaux d'accompagnement. La logique est la même, sauf que là, vous voyez apparaître effectivement les réseaux accompagnateurs, et c'est eux qui vont véritablement pouvoir structurer les démarches, accompagner effectivement au quotidien les porteurs de projets. Et là, on va avoir typiquement une accélération et une explosion du nombre de projets à l'échelle des deux régions. Cette explosion, on verra, là vous voyez qu'à chaque fois on a rajouté les toponymes par pas de temps, et on voit bien qu'on a un nombre d'initiatives qui augmente. Quelques chiffres, on passe effectivement grâce à l'émergence des réseaux accompagnateurs, on passe à une vitesse de propagation qui va être complètement accélérée. En fait, 1 an en moyenne sur la période précédente, contre, pardon, 1 an d'émergence sur cette période-là, contre 5 années au niveau des périodes précédentes. Donc, on a vraiment cette explosion du nombre de foyers avec plus de 44 projets, 4 foyers qui vont émerger. Ensuite, pour finir, on va être sur une troisième temporalité où là, on va voir qu'effectivement, on a encore un nombre de projets qui va exploser, y compris dans le domaine solaire. C'est lié aussi à des effets plus
liées à des contextes aussi législatifs qui vont faire que on va avoir une explosion, un essaimage plus prégnant, dans le temps. Et ça nous emmène effectivement jusqu'en 2023 avec une carte qui commence à être avec un taux de couverture qui commence à être intéressant, avec, on verra, des effets géographiques qu'il faudra vraiment analyser en profondeur, puisqu'il s'agit encore de résultats intermédiaires, mais Lucas et Cyria vont pouvoir justement préciser les moteurs de ces logiques de diffusion. Pour ma part, j'en ai fini en espérant avoir été clair avec vous. Merci Guillaume. Si tu peux passer la slide Bien suivante. sûr. Alors, On n'a je que 4 reprends. slides. Voilà. Pardon, si je peux me permettre, il y a une petite erreur. Oui. Sur la Sarthe, c'est Soleil du Loir, le Loir sans Oui, F. merci beaucoup, parce qu'on est des fois tellement la tête dans le guidon. On sait que les toponymes ont une grande importance et on sera extrêmement vigilant par rapport à ça. Merci beaucoup, je le note tout de suite en tout cas. Il y a encore des erreurs sur les cartes, hein. Elles sont pas encore nickel chrome, hein, mais elles sont là. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut un peu de temps pour les comprendre. Peut-être juste pour préciser que le travail cartographique que tu as présenté brillamment, Guillaume, il est aussi réalisé par Salima Sali, Oui, qui ne peut pas être, Voilà. qui est occupée, qui ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui, mais qui a travaillé à temps plein aussi sur la réalisation de ces cartes-là et de la base de données. Il y a 2 binômes, effectivement, et nous, on est le binôme un peu plus qualitatif avec Lucas. Donc, déjà, peut-être une première slide avec un premier tableau. Pourquoi il n'y a pas la flèche là? Oh là là, ça c'est bizarre, elle a disparu. Bon, en fait, quand on analyse les différents foyers historiques d'où partent les essaimages, on se rend compte qu'il y a des divergences ou des différenciations dans ces foyers et donc dans ces modèles de diffusion. Et de manière évidemment un peu schématique pour donner de la lisibilité, on a trouvé une ligne de divergence ou de différenciation de 2 ordres. D'une part, le lien à l'espace et au milieu de vie peut être très différent entre les groupes et les foyers. Pour certains, l'ancrage est plutôt faible dans le territoire et l'espace est plutôt vu comme une ressource foncière où il faut effectivement euh, massifier en gagnant des mètres carrés de toiture solarisée ou des hectares de parcs éoliens, mais c'est vraiment un cas limite hein, parce que c'est jamais pur. Pour d'autres, au contraire, l'espace, c'est un territoire qui est un lieu de transformation sociétale où on invente un autre monde. Et on a des foyers comme ça, avec des ancrages très forts et d'autres, des ancrages moins forts. Et donc, ça crée, avec du continuum, bien sûr, entre les deux, de la différenciation dans ces modèles de diffusion et de construction d'énergie citoyenne. Une deuxième ligne de divergence va concerner plutôt le fait de voir la ressource énergétique comme une ressource économique. C'est le cas, par exemple, dans les Moges, ou alors de la voir vraiment comme une ressource politique, parce qu'on reprend la main sur le territoire, on reprend la main sur la production de l'énergie, et à partir de là, on peut financer beaucoup de choses sur le territoire en transition socio-écologique. Donc, rien n'est pur, mais voilà, notre grille de lecture s'oriente sur ces 2 axes. Ancrage très fort parfois, comme au Moche, ou plus faible ancrage, et ressources économiques ou ressources politiques. Alors, si on veut illustrer vite fait, effectivement, les initiatives très précoces, pionnières, c'est EPV et à tout vent dans les Moches un peu plus tard, sont sur des modèles d'ancrage extrêmement forts au territoire. Et ça veut dire que la redistribution après de la valeur générée par le parc va servir d'autres initiatives au service de ce territoire. Et bon, les Moches, c'est particulièrement fort. Mais les deux se différencient par un prisme un peu plus économique au Moche et beaucoup plus politique à Redon, pour prendre cet exemple. Si on regarde le haut du tableau, des initiatives moins ancrées dans le territoire, moins enracinées, ce sont souvent des initiatives, par exemple, portées par les centrales villageoises, où là, le modèle de diffusion est plutôt national et on n'a pas un enracinement aussi fort dans le territoire. Alors, tu peux passer la suivante, Guillaume. Voilà.
On va vous présenter là une pluralité de visions et de modèles de diffusion, mais on n'a pas fini. 4 exemples simplement, c'est pas exhaustif. Bon, le premier monde, le premier modèle, et il est puissant, c'est celui d'EPV, d'éoliennes citoyennes en Pays de Vilaine, qui porte une vision forte de transition socio-écologique, plutôt politique, et qui s'inscrit dans un monde rural dont le pôle urbain a été désindustrialisé, le contexte pèse. Et c'est ce pôle-là initial qui a mis en place à la fois des outils nationaux pour déverrouiller les obstacles comme la levée de l'épargne citoyenne, donc rôle important dans la mise en place d'énergie partagée, déverrouillage d'obstacles juridiques pour que, par exemple, les collectivités locales puissent être au capital des projets d'éoliens citoyens, municipalités en partenariat. C'est également EPV qui a lancé les 2 réseaux d'essaimage que sont Récy et Taranis. Et c'est aussi EPV qui défend sur le territoire, vraiment sur le territoire de Redon, un modèle désectorisé de transition qui ne s'arrête pas du tout à l'énergie, mais où on réfléchit sur un modèle émergent d'économie citoyenne qui déborderait bien largement le champ de l'énergie à travers un fonds de dotation citoyen, parce que l'énergie, ça rapporte, et avec ce bénéfice-là, on peut redistribuer ça au bénéfice d'un projet alternatif de développement en milieu rural. Un tout autre modèle. Un autre modèle et une autre vision qu'on a qualifiée d'entrepreneuriale ici et qui renvoie à l'éolien dans les Mauges, à l'éolien citoyen dans les Mauges. Donc pour rappel, un rapide, c'est 4 parcs éoliens citoyens en exploitation plus un en projet, en cours de développement et qui a émergé à partir de la fin des années 2000 dans le Chemillois avec Atouvent. Donc ici, on a ce qu'on a appelé, ça illustre bien ce qu'on appelait notre vision entrepreneuriale où ici les parcs sont développés avec une vision de la ressource qui est avant tout économique, hein. Le but ici, c'est d'unir les acteurs des territoires, notamment à travers, avec un rôle important joué par les agriculteurs, donc d'unir les acteurs du territoire contre l'appétit des opérateurs privés afin de conserver la valeur de la production sur le territoire. Et ici, le réseau existant coopératif agricole, mais aussi associatif, est mobilisé pour constituer l'épargne locale. En fait, on est sur des parcs, quasi la totalité de l'épargne provient des habitants du territoire ou de personnes originaires du territoire. Et donc, les retombées économiques de la production sont ici sur le territoire des Mauges. Une autre vision à tendance municipaliste, mais on ne savait pas trop, enfin, il est difficile de la qualifier, mais disons une vision de développement endogène vraiment marquée par la coopération et le mouvement coopératif breton, c'est ce qui se passe à Lorient qui est bicéphale, c'est-à-dire qui est porté aussi bien par la municipalité que par les citoyens, là avec un partenariat très fort, très coopératif, qui bien sûr a des hauts débats dans l'histoire, parce que les maires ne portaient pas à Lorient, c'est les adjoints à l'environnement qui portent et qui sont vraiment des relais de la société civile. Et donc ça dépend des adjoints à l'environnement. Donc il y a des hauts débats. Et globalement, on a un modèle assez horizontal, assez bicéphale. Qu'on a appelé à tendance municipaliste, au sens où il défend une vision de la reprise en main de la production énergétique et économique sur le territoire grâce à des forces coopératives, main dans la main, pouvoir public, citoyens. Et ce modèle-là insiste beaucoup sur la sobriété. Des économes de flux ont été à l'origine recrutés à Lorient. Également, on a beaucoup d'outils très originaux et une vision qui travaille beaucoup sur les modèles d'autoconsommation collective. Donc, c'est différent de Redon parce que les pouvoirs publics sont beaucoup plus dans la boucle, beaucoup plus partenaires, même si il y a eu forcément des conflits, des hauts et des bas. Une dernière. Oui, puis une dernière vision, la vision ingénieriale, hein, ici, donc, qui renvoie à un modèle qui cherche à massifier la production d'énergie renouvelable, et donc dont la conception de ce modèle est moins ancrée dans les caractéristiques spécifiques d'un territoire, même si bien évidemment elle s'appuie sur des groupes locaux qui les développent, mais voilà, la conception, l'organisation de ce modèle est générique et s'applique de manière transversale à l'ensemble des territoires. Alors on pense ici à des modèles qui ont pu être construits en dehors de l'ouest de la France, comme les centrales de villageoises, qui ont été conçues en
Rhône-Alpes à partir de 2010 et qui s'ancre également dans l'ouest de la France, dans des territoires bretons comme les centrales des villageoises de Luciole Énergie à Étel ou encore des centrales villageoises de l'ouest cornouailles à Combrit. Voilà, donc ce n'est pas exhaustif, hein, mais pour l'instant, on s'est attaché à ces quatre modèles de diffusion parce que c'est des visions différentes, mais c'est aussi des outils différents de diffusion. Il faudrait beaucoup plus de temps. Ah, tu peux passer, Guillaume, la suivante. Alors, pour aller très vite maintenant, juste un dernier point sur le fait que, en fait, ça nous paraît clair, la construction d'écosystèmes d'acteurs relationnels va déterminer l'efficacité de la dissémination. Et que si on regarde la construction de ces écosystèmes relationnels autour des énergies renouvelables citoyennes, ils sont déjà caractérisés par des préexistences. Deux éléments de préexistence, ça ne naît pas n'importe où. Il y a des terreaux géographiques et historiques, c'est-à-dire les territoires, les premiers foyers sont marqués par des traditions de solidarité assez fortes qui viennent de luttes sociales ou de mouvements coopératifs, de l'économie sociale et solidaire et parfois de très fortes identités locales comme dans les Moges. Outre cela, les porteurs de projets ont un capital social important. Ce sont des syndicalistes, des Verts, des travailleurs sociaux. Et donc, ce sont des personnes qui savent mobiliser des ressources endogènes et savent voilà, gagner des bénévoles, lever de l'épargne citoyenne grâce à leur réseau. Et savent aussi, ils sont capables de lever des ressources exogènes. Et ça, c'est très important pour obtenir des subventions, des aides à la création d'emplois pour des salariés, du soutien politique, des expertises juridiques, etc. Donc, il y a un véritable capital social de ces porteurs de projets. Donc ça, c'est préexistant. Mais ensuite, ce qui se construit autour de ces premiers foyers et projets d'énergie renouvelable, c'est vraiment tout un système d'acteurs à partir de réseaux. Alors, les réseaux vont jouer un rôle très important pour la diffusion, la mutualisation, l'appui. C'est d'abord ici, et Taranis, on en a parlé, mais aussi la mobilisation d'associations qui existaient et qui vont devenir, elles aussi, relais des énergies renouvelables citoyennes, comme a disait Élise, plus récemment Synergie et FNE Sarthe, la constitution de plateformes dédiées comme Cowatt et Carwatt. Et donc, on a véritablement une intégration dans ce monde des énergies renouvelables citoyennes parce que cet écosystème en réseau permet de faire connaître les expériences, donc de les visibiliser et de donner aussi du support, de mutualiser et de créer finalement une sphère d'apprentissage collectif. Et le dernier point dans cet écosystème d'acteurs qui nous semble important, c'est l'intégration régionale, à un niveau régional, des acteurs de la transition, pas simplement ceux des ENRC, mais de manière plus large de la transition. Et là, on a un effet particulier en Pays de la Loire, parce qu'en Pays de la Loire, le programme multipartenarial transition énergétique et sociétale, qui est porté, adossé au Collège des transitions sociétales, hébergé par l'IMT Atlantique, a créé une arène de rencontres en creuset, en fait, d'acteurs qui échangent, voilà, et qui apprennent ensemble. Alors là, ça mêle, il y a des acteurs de l'ADEME, des institutions, et pas simplement du monde des énergies renouvelables citoyennes. Et c'est un cercle apprenant très efficace et qui peut faciliter aussi l'accès à des ressources, à des subventions, etc., quand on construit un projet citoyen. Alors qu'en Bretagne, on n'a pas une telle intégration régionale et on a l'impression que les foyers, les initiatives sont plus fragmentées autour d'écosystèmes locaux. Il y a la dynamique de Rennes, il y a quelque chose à Brest, il y a Lorient qui est très fort, mais ça fait moins corps qu'en Pays de la Loire parce que je dirais il me semble que le programme TESS a beaucoup intégrer les acteurs ligériens. Voilà. Voilà où on en est pour l'instant et donc on est prêt à en discuter avec vous et c'est vraiment des hypothèses. Ah non, il y avait pardon, Une courte conclusion. deux éléments de conclusion, la dernière slide, mais c'est vraiment rien du tout. La dernière slide, si tu l'as. Les deux éléments voilà, c'est ça.
les divergences politiques au sens de différenciation, on ne parle pas de conflit, on ne parle pas de quelque chose qui fait mal, mais il y a quand même des différences et en fait, ces différences relèvent aussi de contexte géographique. On peut pas, c'est pas que de l'idéologie ou du positionnement. Quand on porte un projet homogène, obligatoirement, il va s'inscrire dans une vision de production en milieu rural industriel. Donc, il y a un lien fort entre le géographique et le caractère plus ou moins politique du foyer. Et puis, bien sûr, ce qu'on voulait montrer, enfin, s'intéresser à une gouvernance polycentrique de la transition. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mouvement polycentrique, une gouvernance polycentrique dans le mouvement citoyen des énergies renouvelables lui-même. C'est-à-dire, ce mouvement, il est bien là, mais il y a plusieurs foyers, plusieurs modèles de diffusion. Donc, il y a un polycentrisme à l'intérieur du mouvement des énergies citoyennes. Et c'est aussi lié au territoire d'apparition. Restons géographes, historiens, ça ne naît pas n'importe où. Et ces territoires pèsent sur les orientations qui sont prises voilà, dans ces stratégies de diffusion. Merci pour cette présentation synthétique et pointue en même temps. On va passer à un petit temps d'échange questions. André, j'ai pas eu besoin de te le préciser. Vous pouvez lever la main pour qu'on puisse réguler un peu la parole. Et du coup, André, je peux te laisser commencer si tu le souhaites. En ouvrant ton micro. Oui, bonjour, merci de ce travail. Alors, j'étais assez fasciné par le thème de l'émergence. J'ai beaucoup travaillé et écrit sur le sujet et il y a des éléments importants qui sont peu signalés, par exemple le rôle des pionniers, des leaders. Je pense qu'il y a souvent dans les dynamiques territoriales des personnes qui jouent des rôles essentiels. C'est très peu identifié par la littérature et vous n'y faites pas référence aussi. Alors, vous parlez d'écosystème et dans l'écosystème, nous, on a une expérience qui se veut ascendante, prudente par rapport aux réseaux et aux images préexistantes. Par exemple, on ne parle jamais d'écologie parce qu'on sait que si on parle d'écologie, on va perdre un tiers des habitants ou moins. Donc, on essaie de co-construire avec les acteurs du territoire et particulièrement en partant des habitants et de leurs besoins, de leurs demandes essentielles, on essaie de co-construire de façon peut-être un peu jalouse, mais notre propre modèle. Ça ne nous empêche pas d'avoir visité 5 ou 6 territoires pour évidemment échanger, avoir des sources d'inspiration. Et je trouve que c'est important aussi d'identifier ceux qui essaient de se construire de manière autonome sur un territoire, en co-construction, en co-apprentissage et en mettant les habitants au premier rang. Nous, on est parti là-dessus. On est parti, par exemple, en faisant des visites groupées de maisons inspirantes et en laissant les gens faire. On s'aperçoit les participants ont créé une association pour faire de l'achat groupé de panneaux. Ils se mettent en réseau pour installer, même si c'est de l'individuel, ils passent assez rapidement au collectif. Ils ont un groupe WhatsApp pour échanger sur les aspects techniques. Enfin, il y a plein de prolongements et il y a cette idée de faire son propre apprentissage parce que on a une grande réserve quand on fait du développement territorial, c'est à l'égard des modèles. Enfin, c'est un grand classique, mais c'est vrai que importer un modèle ou s'en remettre à un réseau de niveau géographique supérieur ou prôner quelque chose, faire des prêches aux habitants, ça a beaucoup d'effets négatifs. En fait, le désir, chacun de nous désire construire son propre cheminement. Et toutes ces interventions extérieures qu'on a tendance à valoriser ont des effets négatifs, à notre avis, assez forts. Et d'ailleurs, notre système, à nous, marche très bien, puisqu'on a, en 2 ans et demi, on a mobilisé plus de 600 personnes qui sont passées pour beaucoup à l'action, avec des choses très concrètes, à la fois pour s'auto-équiper et pour créer créant une société qui va faire des équipements importants. Voilà, je voulais signaler un petit peu cette cohérence que je ne retrouve pas dans votre description. Merci. Un retour sur peut-être le rôle des leaders ou quelque chose comme ça Peut-être sur le fond aussi, peut-être sur les leaders, je laisserai parler Guillaume parce que en fait ils sont centraux évidemment, mais là en 10 minutes on a été obligé de choisir.
Mais vous avez raison, chaque cas est un cas. Donc, ce que vous dites, on est parfaitement d'accord. Donc, nous, on ne plaque pas du tout des modèles. On essaie de faire émerger les modèles à partir des foyers. Donc, on a une approche ethnographique. On fait des entretiens de 4-5 heures souvent. On est à 80 à peu près entretiens. Donc, en fait, on cherche à caractériser le modèle émergent, le modèle de diffusion, parce qu'en fait, c'est pas le modèle d'émergence qu'on regarde, c'est les outils de diffusion, en fait, à partir de chaque foyer. Donc, on est vraiment sur une approche empirique inductive et pas du tout top-down, c'est-à-dire plaquer des modèles, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que les centrales villageoises, elles fonctionnent un peu autrement, avec un modèle qui est déjà un peu tout fait, mais c'est le seul cas qu'on a observé pour l'instant où un groupe se réfère à des outils déjà faits. Tous les autres, ils inventent. L'Orient invente ses propres outils, EPV, etc. Et on voit les réseaux plutôt comme des échanges entre les différents outils et c'est vraiment de la mutualisation entre différents groupes. Mais il faut préciser on parle de modèle parce qu'on s'intéresse à un modèle de diffusion, pas simplement la construction d'une communauté énergétique, mais les outils qu'elle va vraiment endosser et souvent inventer pour diffuser. Et effectivement, il y a une très grande diversité selon les foyers. Et puis aussi pour dire que les résultats, ils sont pas normatifs dans le sens où, à partir de caractéristiques de de votre territoire, il faudrait aller vers tel ou tel modèle qu'on a identifié nous. Voilà, c'est pas un but ici normatif, hein, c'est vraiment un but d'analyse, de plutôt positionner les territoires et les dynamiques existantes par rapport à notre typologie. Mais en tout cas, les résultats n'ont pas un but normatif. Mm. Sur les pionniers, Guillaume? Sur les pionniers, effectivement, je partage complètement votre remarque et votre point de vue. Il y a des gens qui œuvrent derrière le modèle, derrière la carte. On a évidemment des collectifs d'acteurs et avec forcément des figures qui vont, de par leurs actions, de par leur qualité de leadership, en tout cas, ou de leur facilité à aller discuter avec d'autres personnes, faire émerger des démarches, et c'est ce que, effectivement, sur le terrain, vous constatez. Et donc, toutes ces trajectoires-là, qui sont des histoires extrêmement fines de vie, concourent par l'action vraiment croisée à faire émerger des logiques multiniveaux qui partent aussi, bien sûr, du terrain et après qui s'entrechoquent aussi avec des normes qui évoluent au cours du temps. Et on voit bien au cours des phases qu'il y a en fait différentes vitesses, différentes logiques qui sont extrêmement particulières, comme l'a dit Cyria, et ce qui fait que le système finalement se met en place, se consolide des fois, se fragilise certaines fois au regard de contextes nationaux aussi ou régionaux. Et donc, effectivement, c'est toute cette finesse-là qu'on essaye d'étudier en croisant effectivement deux choses. L'analyse et la rencontre avec les acteurs, elle est essentielle dans ce travail-là, parce que c'est un travail de fourmi, un travail d'enquête, qu'on peut ensuite croiser avec une approche plus quantitative pour visualiser les choses sur le temps long. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Bon, il faut toujours un petit temps pour se lancer. Est-ce que Guillaume, tu peux remettre les cartes? Parce que j'avais des questions, mais je les ai perdues. Je peux, pas de problème. Alors, attends, je partage, je repartage. J'espère que ça va fonctionner. Oui. Alors, Et en question facile pour Cyria, Lucas, ils ne se sont pas présentés. Je veux bien. Ah, ok. Donc Lucas Durand, enseignant-chercheur en géographie et aménagement à l'Université du Mans. Voilà, et moi, donc Cyria Emelianov, je suis à l'université Rennes 2, je suis en aménagement et urbanisme, prof d'aménagement et d'urbanisme. Mais j'étais au Mans pendant très longtemps. C'est pour ça que l'équipe est très mancelle en fait. J'ai muté il y a 2 ans à Rennes 2, mais avant j'étais au Mans. C'est le même laboratoire de recherche.
Tu voulais quelle carte, Oui, Claire? du coup, non, mais la dernière, par exemple, c'était La sur dernière, oui. les modes de diffusion, où finalement, on ne voyait pas beaucoup de flèches. Est-ce que vous avez vu quand même qu'il y a des modèles de diffusion un peu plus prédominants que d'autres? C'est quand même beaucoup du bouche à oreille ou c'est beaucoup par les élus? Est-ce qu'il y a déjà un peu des bribes de résultats là-dessus? Moi, je pense qu'effectivement, en phase 3, on est de plus en plus sur de l'hybridation. Donc, est-ce qu'il y a, ça va être effectivement après à aller systématiquement creuser, mais on voit que quand même, il y a un croisement entre l'action, des fois, effectivement, à l'échelle de SEM, l'action des réseaux d'accompagnement. Donc, on voit bien que sur le terrain aussi, je veux dire, les élus sont de plus en plus en quête également, soit d'être aidés dans les démarches, et à contrario, les habitants sont aussi parfois conviés à aller davantage aussi discuter pour faire en sorte que des initiatives isolés puissent gagner en portée, en puissance. Là, sur les dernières expérimentations, et là, Lucas et Salima ont sorti une planche dans le cadre d'un atlas social sur Le Mans. Il y a peut-être effectivement, Lucas, si tu veux compléter sur le sujet, on voit bien que là, il y a une convergence qui se consolide peut-être davantage et qui a une convergence entre les acteurs publics et puis les citoyens. Mais après, voilà, est-ce que c'est une tendance forte qui émerge sur ce temps long-là? Après, il y a plein, effectivement, aussi d'autres particularismes qui font que comment les projets émergent. Après, on voit qu'on a certaines formes de centralité qu'il faudra qu'on qualifie, mais on pourra recroiser effectivement au regard des grands types et des grandes entrées qui sont dans la grille de lecture que vous ont présenté effectivement Cyria et Lucas, pour bien aller dans le détail et regarder s'il y a des phénomènes particulièrement localisés qui répondent à des modèles bien spécifiques. Donc là, il va falloir effectivement poursuivre ce travail d'analyse pour consolider des premiers résultats. Et il y a Oui, un... Ah, pardon. pardon, oui, Thomas. Non, vas-y, c'était pour Ouais. enchaîner après. Ah oui, oui, non, pour aller vite, c'est certain hein, que le rôle ici des acteurs publics, il devient de plus en plus central et important. Alors, du côté des entretiens, on n'a pas encore, on n'est pas encore allé voir les SDE. On a prévu de le faire là sur l'année 2025. Donc, sur le rôle joué par les SEM des SDE notamment, on voit que ce rôle il est important et qu'il est de plus en plus important, ou par des collectivités dans des territoires où les SEM sont moins implantés, moins ancrés, voire inexistantes. Et après, je dirais que ça dépend aussi de la maturité de certaines techniques. Par exemple, sur l'autoconsommation collective, on est encore sur de la diffusion d'initiatives pionnières à initiatives pionnières, parce que c'est encore assez pionnier, là où il y a par contre des écosystèmes qui sont beaucoup plus matures, avec des retours d'expérience consolidés hein, sur l'éolien ou sur le solaire PV. Qui donnent aussi voilà, les réseaux régionaux et nationaux dont on a pu parler. Bérangère, si tu veux te présenter et puis... Ouais, bonjour, je m'appelle Bérangère, je travaille chez Énergie Partagée Association au pôle animation nationale, donc au niveau national. J'avais deux questions. Moi, j'ai été particulièrement intéressée par la planche sur le lien de cause à effet entre l'apparition des réseaux régionaux et la diminution du temps de développement des coopératives. Si vous pouviez revenir un petit peu sur la méthodologie que vous avez eue pour justement savoir que ça venait de ça et pas d'autres synergies. Et la deuxième question, c'est, vous nous avez présenté du coup différents modèles un petit peu de structure, donc entrepreneuriale,
etc. Et je voulais savoir, est-ce que ça faisait partie du programme de recherche de aller creuser l'adaptation, ou en tout cas la manière dont doivent s'adapter les réseaux régionaux ou les structures d'accompagnement qui peuvent exister pour accompagner au mieux ces différents modèles. Donc voilà, un petit peu qu'est-ce qu'on en fait, quoi, de savoir qu'il y a différents modèles. Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Peut-être tu commences, Guillaume, sur les Sur temps la méthode. d'accélération, là, c'est la première question. Ouais. Ouais, effectivement. Donc, par rapport à la méthodologie, d'une part, effectivement, s'appuyer sur à la fois des bases de données à l'échelle nationale et plus locale, aussi qui résultent de discussions avec les acteurs et les membres actifs de réseaux accompagnateurs. Donc, ce qui explique qu'après, c'est recoupé aussi avec de nombreuses sources qu'on croise, coupures de journaux et puis également tout ce qu'on peut trouver effectivement en ligne pour essayer, et c'est ce qui explique des fois une distorsion entre des bases de données qui sont toujours en balance pour réajuster au plus près de la réalité, parce que la vision de l'un n'est pas forcément la vision de l'autre. Donc l'idée, c'est de concourir à un modèle plus, une portée explicative qui augmente au regard des recoupements en fait, d'informations. Et puis, voilà, par rapport au caractère lié à l'explosion du phénomène entre la période 1 et 2, là, on a pu effectivement le quantifier au regard du nombre en allant faire un travail de requête. Et c'est pour ça qu'on a aussi, dans notre modèle, tenu compte du nombre de projets en cumulé, puisqu'il y a des projets qui disparaissent aussi, et d'avoir aussi un volet sur le nombre de projets qui sont pas tout à fait des fois abandonnés, mais qui sont arrêtés pour X ou Y raison. L'explosion, elle vient aussi des fois d'un caractère plus étatique ou régional, avec aussi la législation qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça qu'on est souvent dans des logiques multiniveaux. Et donc, ce saut de niveau fait que on a toujours en fait une interaction, un feedback entre les logiques émergentes et ce qui peut être plus descendant. Ce qui explique après voilà, une convergence après entre collectivités, entre réseaux d'accompagnement au regard de lois qui sont édictées et qui ont pu être aussi changées par l'action locale, puisque forcément, il y a un grand intérêt en termes de transition par tout ce qui est mis en place de manière plus alternative, mais qui finalement ensuite devient plutôt une norme. Et c'est là, en fait, c'est ce qu'on interroge, hein, cette norme au cours du temps. Ce rapport à la norme, en fait, qui fait que le modèle diverge et qu'il y a des modèles de gouvernance extrêmement variés qui se mettent en place et qui expliquent que le système, en fait, soit se consolide ou se fragilise sur certaines périodes. Sur le deuxième point, l'adaptation des modèles de réseau d'accompagnement, je pense que nous, ce qu'on veut montrer, c'est que les outils sont très différents, les outils de diffusion. Par exemple, Lorient, elle a mis en place, c'est une ville qui a mis en place certains outils très originaux sur un tarif d'achat, sur le fait de louer des toitures. Bon, il y a tout un tas. Et je pense que ce porter à connaissance-là, il est intéressant pour avoir une vision peut-être pas plus exhaustive, mais de tous ces outils de diffusion, certains inventés complètement localement et qui ne sont pas toujours connus. Ensuite, les réseaux d'accompagnement, si vous parlez de Récit et Taranis, ils ont un rôle assez différent selon les foyers. Leur rôle est plus grand dans certaines initiatives et parfois moins dans d'autres. Et puis, ils s'adaptent déjà. Enfin, par exemple, si on est à Lorient, il y a un représentant de Taranis
dans la LON de Lorient. Et la LON, c'est vraiment un cercle important pour appuyer l'essaimage de projets citoyens. Donc, je dirais qu'il y a déjà une hyper-diversité, y compris de Récit et Taranis, qui, c'est pas juste Récit et Taranis tête, c'est des personnes de Récit et Taranis qui peuvent être sur le terrain et qui s'adaptent déjà à des configurations différentes. Voilà. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est lister un peu une multiplicité d'outils de diffusion parce qu'il y a beaucoup de créativité dans la manière de faire diffuser ces projets d'énergie citoyenne. C'est pas les mêmes partenariats avec les pouvoirs publics et ça dépend vraiment des contextes. Et bon, même si c'est pas exhaustif, avoir comme ça une typologie, ça ouvre. C'est intéressant parce que ça, je sais pas, je pense que c'est intéressant de connaître un peu toutes les voies possibles et tout ce qui est en magasin et qui marche ou qui a des difficultés pour permettre de diffuser ces énergies renouvelables citoyennes. Donc, notre propos, il n'est pas organisé pour dire à Récit et Taranis, voilà comment vous pouvez améliorer votre travail de soutien. C'est pas du tout ça. C'est plus de la connaissance fondamentale, des divers bricolages qui sont mis en place, de leur portée opérationnelle, de leur diffusion, des choses qui ne marchent pas aussi, parce qu'on a parlé de Plélan. Voilà, l'essaimage à Plélan, ça n'a pas marché, à l'île de Sein. Donc, on a beaucoup d'entretiens très lents avec beaucoup d'éléments explicatifs sur les causes qui font que ça a marché ou pas marché. Donc ça, ben, ça sera de l'écriture de texte, hein. Ça sera des monographies longues qui permettront de déployer ce qui a fonctionné ou pas dans tel ou tel cas. Je ne sais pas si ça répond. aux questions. Peut-être que j'ai pas. Dites-nous hein, si on ne répond pas exactement. Si, c'est bon, merci. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si on a le temps de prendre encore une petite question ou si Cyria, Lucas, Guillaume voulait faire une conclusion. Ah, alors, une dernière question. En rallumant ton micro, s'il te plaît. Tu levais la main, André? Mais il faut allumer ton micro. Non, on ne t'entend pas. Voilà, j'avais plus la Ah. possibilité d'allumer. C'est par rapport à l'observation, ça marche ou ça marche pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'impact de chaque expérience aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent pas du tout, des choses qui marchent, mais tout cela, on peut le mesurer. C'est-à-dire, on peut dire telle expérience permet d'impliquer telle quantité de population, telle expérience permet de réaliser tel niveau d'opération, tant de kilowattheures, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a des indicateurs possibles et c'est toujours intéressant d'avoir une information sur l'impact parce que l'observation, ça marche pas, ça donne envie d'en savoir plus. Alors, merci. Guillaume, c'est les mégawatts, là, les cartes des mégawatts. Exactement, donc merci pour cette question. Donc oui, c'est en cours et oui, là on va pouvoir effectivement regarder plus finement qu'est-ce qui produit quoi et quand et à partir de quand. Et ça va être effectivement très très intéressant d'aller explorer ces jeux de cartes. Il y a encore plein de choses à faire. C'est un programme de recherche qui est passionnant, tant sur le fond que sur la forme, même au niveau sur le plan cartographique ou effectivement on allait sur le terrain. Et donc oui, d'étudier effectivement quels sont ces impacts au regard de choses qu'on peut montrer plus quantitativement, oui, c'est l'objet du travail qui nous attend à partir de janvier.
Et ces impacts, on va les mesurer en carte de mégawatts installés, mais on va aussi zoomer, par exemple, sur Redon et sur les Moges, sur les bénéfices sur la société locale. Alors ça, c'est toute une méthodologie, voilà, qu'on va déployer pour essayer de mesurer les retombées locales des parcs éoliens dans les Moges et surtout dans les Moges, je crois, et à Redon. Ouais. Ça, c'est une méthodologie que Fabien Nadou, qui est le 5e, si je ne me trompe pas, larron de l'équipe, membre de l'équipe qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est la méthodologie qui est en train de développer. Et Sur le partage, Bruno, j'ai vu passer ton message sur le partage des données. Nous, on avait fait quelque chose de beaucoup plus complet parce que là, on vous dit à peine 10% de... Voilà, c'est un truc énorme. Il nous faudrait au moins 1 heure de speech pour rentrer un peu dans la diversité des premiers résultats obtenus. Donc, on avait présenté ça au PUCA. On peut diffuser ça, mais vraiment un peu en interne parce que ça ne doit pas être mis sur la place publique, parce que c'est encore des hypothèses, c'est encore, on est à mi-parcours, donc on est un peu prudent. Il y a sûrement des erreurs, etc. Mais Bruno, on peut te diffuser, si tu veux, ce PowerPoint de restitution des premiers résultats fait pour le PUCA. super. Merci. Quelles sont les prochaines échéances pour l'avancée de l'étude? Pour peut-être conclure là-dessus pour 14 heures? Certaines cartes, donc des puissances installées notamment. Est-ce qu'il y a d'autres cartes à faire encore, Oui, Guillaume? il y en a. En fait, on est en train de travailler sur une carte aussi pour essayer, avec plusieurs indicateurs, de regarder quelle est la relation de la localisation, notamment des premiers foyers, au regard des caractéristiques territoriales des communes ou des intercommunalités, pour voir où émergent certaines initiatives compte tenu de toutes ces caractéristiques-là, pour bien identifier des logiques géographiques et d'aller plus loin dans l'analyse de la diffusion de ces logiques, en fait. Donc ça aussi, c'est un chantier qui est immédiat, là. Nous sommes dessus. Et effectivement, après, il y aura tout aussi un travail de continuer aussi les monographies et d'essayer de le transcrire aussi sur le plan graphique. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'il s'agisse de terrain ou d'analyse plus quantitative. Affaire à suivre dans Exactement. les prochaines semaines et mois. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est Claire, ça. Ouais. Sur les entretiens, c'est principalement donc terminer des monographies sur les foyers pionniers, dans lesquels il nous reste quelques personnes clés à voir, et puis travailler, et puis aller rencontrer les SEM, et notamment les SEM des SDE qu'on n'a pas encore rencontrés sur les 2 régions. Et puis, du côté de Fabien Nadou, donc de proposer une méthodologie des impacts socio-économiques de l'énergie citoyenne dans les territoires, en illustrant à travers les 2 cas qu'on a mentionnés. Voilà, ça c'est les grands chantiers de l'année 2025, et puis c'est la dernière année du contrat aussi de recherche, donc avec des publications de résultats en fin d'année dans le rapport à remettre aux financeurs, a priori. C'est ça pour le PUCA et l'ADEME. super. Merci beaucoup. On va suivre avec impatience les prochains résultats. Et puis à toutes et tous, merci d'avoir suivi ce webinaire et on vous partagera dès qu'on pourra les avancer.